présente pour tous ceux qui ne vous connaîtraient pas rapidement. Donc vous êtes maîtresse de conférences en économie à l'université de UT2 de Jean Jaurès. Vous êtes membre du conseil scientifique d'Attac. Vos travaux portent surtout sur l'emploi et le travail. Vous êtes membre du laboratoire CERTOP CNRS. Donc CERTOP, ça veut dire Centre d'études et de recherche travail, organisation, pouvoir. Vous êtes cofondatrice du master psychanalyse, philosophie et économie politique du sujet. Un titre pluridisciplinaire très, très, très intéressant. Et donc vous avez publié en 2018 L'insoutenable productivité du travail aux éditions des Bordelot. Je rajoute un point qui est très important pour nous. Très jeune, vous avez suivi nos conférences débats avec vos parents, hein, et vous êtes un peu un des résultats du GREP, on va dire, hein, si vous me le permettez. Et d'ailleurs, vous intervenez plusieurs fois, vous êtes déjà intervenu depuis 2014 plusieurs fois au GREP. Et donc, vous êtes membre des économistes atterrés. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez coordonné donc, le livre qui servira de support ce soir à notre soirée. Donc, de quoi avons-nous vraiment besoin? Donc, c'est un ouvrage collectif. Et je vous laisserai le présenter, hein, je vais vous-même, et vous aurez donc l'occasion de nous expliquer peut-être le mode de fonctionnement des économistes atterrés, où ce sera l'occasion des débats, j'aurai des questions en tout cas autour de ça. Et je voudrais juste dire pour tout le monde, vous connaissez probablement tous les économistes atterrés, mais donc ils sont nés de la crise de 2008, et ils reprennent une démarche qui part de la société, de l'économie, avec en perspective l'enjeu majeur du XXIe siècle, disent-ils, la bifurcation écologique. Je crois qu'on partage tous cette importance. Donc, cette année, au GREP, on aura un cycle qui va s'appeler « Nouveau paradigme de l'habitabilité de notre écosystème ». Et c'est donc dans ce cadre-là en première conférence que vous intervenez. Et nous partons des idées de Bruno Latour, de Catherine Larère, qui est venue au GREP l'an dernier. Et nous cherchons à identifier, évaluer les solutions conduisant à cette habitabilité, les freins psychologiques, sociaux, économiques et politiques. Voilà, ça fait partie de notre ambition et ce cycle, probablement, il dépassera cette année. Et donc, on a une équipe du GREP qui a travaillé tout l'été à préparer ce cycle-là, donc qui comprendra des conférences, bien sûr des débats, et puis des ateliers, et on prévoit même d'avoir des expositions un peu sur ces sujets, en résultant un petit peu les travaux qu'on aura pu faire. Donc le sujet que vous allez traiter, il est à la base de cette bifurcation écologique tant nécessaire. Et puis, je voudrais juste dire un mot. Votre livre, donc le livre des économistes atterrés, se termine par une citation de Paul Valéry qui fera plaisir à certains d'entre nous. Elle date de 1931. « Le temps du monde fini commence ». Je vous donne enfin la parole. Voilà. Peut-être on peut... Est-ce que je peux rabattre le... Oui, bien sûr. Ça, je sais pas, il faut peut-être pas... Ouais, voilà. Alors, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et puis cette présentation assez large et assez précise, effectivement, sur le parcours qui est le mien, mais aussi le parcours d'un collectif, les économistes atterrés. Et donc, je viens présenter ce livre, et c'est vrai que c'est toujours difficile de présenter un livre qui a été fait collectivement, parce que je ne peux pas parler au nom du collectif totalement. Donc il y aura des moments peut-être où je parlerai en mon nom, disons un peu plus, parce que ce travail collectif, effectivement, a été marqué par le fait que nous avons essayé, j'y reviendrai plus précisément dans le propos, nous avons essayé de nous saisir de questions qui sont toujours là, mais de manière un peu différente. C'est-à-dire que d'essayer finalement un petit peu de sortir de ce qu'on avait l'habitude de faire au sein de ce collectif. Et donc c'est un travail
encore en cours. Ce travail de se demander de quoi avons-nous vraiment besoin et finalement de se demander quel pourrait être le contenu de la bifurcation écologique et sociale. Parce que s'il y a un grand consensus autour de l'idée qu'il faut bifurquer ou il faut transiter, c'est pas tout à fait la même chose, mais disons que la nécessaire transformation de la société, de son économie est un fait qui est acquis et partagé très très largement, mais évidemment dès qu'on commence à rentrer dans le contenu de cette transition, de cette bifurcation, et bien évidemment les questions politiques surgissent et ces questions politiques sont très très ardues. Alors, avant de présenter le livre et de partir du livre peut-être pour réfléchir à une introduction de votre cycle, qui est un cycle qui se pose la question de l'habitabilité, je voudrais rappeler un petit peu l'histoire du collectif des économistes atterrés, parce qu'il m'a semblé que peut-être ça pouvait donner à voir le moment où on en est nous aussi. Et mon idée, c'est de vous montrer que nous posons les mêmes questions. Enfin, je pense que nous nous posons la même question que l'ensemble de la société se pose, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire qu'une bifurcation ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une transition ? Par où prendre le problème et quels sont les enjeux politiques auxquels nous avons à faire face ? Le collectif des économistes atterrés a plus d'une dizaine d'années. Il est né pas tout à fait en 2008. En 2008, il y a la crise financière dite des subprimes qui conduit à une crise bancaire qui pouvait s'avérer être absolument désastreuse et qui a conduit à ce que les États interviennent massivement auprès du secteur bancaire pour soutenir effectivement ce secteur bancaire et éviter que cette crise bancaire se transmette à l'ensemble de la société, en particulier des entreprises, puis de l'emploi. Enfin, on a connu le scénario dans les années 30 et donc il y a eu une intervention massive des États et ce qu'on appelle de la puissance publique, ce qui a conduit un certain nombre d'économistes à imaginer qu'on était à un tournant, non seulement un tournant historique, mais un tournant aussi théorique et politique, j'ai envie de dire, en économie politique, pour dire finalement la période d'un capitalisme débridé, libéral, dans lequel finalement les États et les États sociaux étaient en retrait, est terminée. Nous allons rentrer dans un capitalisme régulé, dans lequel les États deviennent plus présents, plus forts, etc. Ça faisait un petit peu écho à une des branches de l'économie critique, qui en appelle effectivement à l'intervention des États pour éviter que la concurrence produise trop d'inégalités, trop de désastres sociaux, etc. Et cette période-là, alors ce moment-là historique et ce moment aussi à l'intérieur de la pensée économique a conduit à des économistes assez réputés pour être libéraux, pour plutôt critiquer l'intervention de l'État, à revenir un peu sur leur position et à en appeler à l'intervention de l'État. Et évidemment, cet espoir a été vite douché en 2010, et c'est là la création des économistes atterrés, c'est-à-dire qu'en 2010, les marchés financiers se retournent et commencent à parier, spéculer sur une défiance vis-à-vis des dettes publiques. Et donc, en contre-coup, puisque le financement d'une partie des dettes publiques, en particulier en Europe, se fait sur les marchés financiers, en contre-coup, se développe un certain nombre de politiques d'austérité qui viennent limiter justement cet État dans sa dimension sociale, c'est-à-dire cet État qui viendrait réparer les inégalités sociales, qui viendrait redistribuer la richesse, etc. Donc un retournement complet par rapport à cette ouverture plutôt idéologique, ou en tout cas plutôt idéaliste de 2008, cette ouverture vis-à-vis d'une intervention de l'État. Et c'est à ce moment-là que le collectif des économistes atterrés se crée, en étant atterré de ce retournement, en pensant que c'était surtout pas le moment de faire des politiques d'austérité, parce qu'on n'était pas encore sorti de la crise financière et de ses effets délétères sur l'emploi, sur les inégalités. Et donc on a comme point commun de vouloir porter plutôt au niveau médiatique, au niveau grand public, auprès de la société civile, une autre parole d'économiste fondée sur un savoir scientifique, rigoureux,
étayée, documentée, portant l'idée que d'autres politiques publiques sont possibles, d'autres politiques qui ne sont pas néolibérales, c'est-à-dire qui ne mettent pas en premier la volonté de construire des marchés, de développer la concurrence, de limiter la partie sociale des États. Je dis la partie sociale des États parce qu'au final, l'État, dans la forme néolibérale, est plutôt un État fort, mais dans lequel son agenda social est limité. Pour faire simple, je ferme la parenthèse. Nous avons donc une dizaine d'années d'existence et nous avons publié un certain nombre d'ouvrages qui viennent critiquer ces politiques économiques, ces politiques sociales, ces politiques européennes, à chaque fois que les évolutions de ces politiques continuaient à approfondir cette vision libérale et néolibérale de l'économie. Mais de plus en plus, à l'intérieur du collectif, se poser la question peut-être de dépasser la simple critique des politiques publiques. Est-ce que finalement les questions qui viennent de plus en plus, qui traversent la société, dépassent la simple critique de la dimension économique des politiques, c'est-à-dire est-ce que finalement nous pouvons simplement répondre aux difficultés qui viennent à nous, d'inégalités, d'accès, d'éducation, enfin on peut les écologiques, etc., simplement en termes économiques. Et la crise sanitaire liée au Covid a ouvert encore plus cette question, dans le sens de finalement cette crise sanitaire, de quoi elle est le nom, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe. Alors, il n'est pas question pour moi de rentrer dans la manière dont cette crise sanitaire a été politiquement gérée, mais plutôt dans est-ce que cette crise est une crise qui vient de l'extérieur et dans laquelle, finalement, la réponse est on va effectivement prendre des dispositions pour éviter qu'il y ait une pandémie trop forte. Et donc, on a, comme vous savez, limité les interactions et donc arrêté une grande partie du fonctionnement économique, de l'appareil productif, ça vous le savez. Donc, est-ce que cette crise était extérieure à l'économie ? Quelque chose qui nous tombe du ciel, voilà, une mauvaise nouvelle comme ça, et dont les politiques et les politiques économiques devaient répondre, ou est-ce que cette crise est intérieure à l'économie ? Cette question qui a l'air théorique, etc., finalement, pour moi, une illustration de ce dont nous avons à réfléchir collectivement quand on parle d'écologie, et quand on parle d'écologie politique, quand on parle d'économie et d'écologie, enfin, toutes ces articulations peuvent être illustrées par cette question toute simple qui s'est imposée à l'intérieur du collectif. Et à l'intérieur du collectif, d'ailleurs, nous n'étions pas d'accord pour savoir comment penser cette histoire. Est-ce que l'arrivée d'un nouveau virus est quelque chose d'absolument contingent ou est quelque chose qui est produit par l'activité économique ? Donc, vous avez certainement rencontré ce débat à l'intérieur de la société. Effectivement, une partie plutôt majoritaire du collectif des économistes atterrés a pensé que c'est... Mathieu, régisseur. C'est bon. Est-ce que tu pourrais me passer... C'est bon ? Merci. Ouais, super. Une partie, donc on a estimé qu'effectivement, l'arrivée de ce virus faisait signe de la trop grande expansion des activités économiques et de la trop grande expansion de la manière dont le capitalisme, comme système économique et social, se déploie. C'est-à-dire la destruction, effectivement, de la biodiversité, les élevages industriels, etc. etc. Donc, je ne viens pas discuter de ce point précisément, mais c'est pour montrer à quel point le dedans et le dehors de la pensée économique est quelque chose qui fait débat et dont, il me semble, la question écologique vient re-questionner précisément. Et donc, nous avons
essayer d'ouvrir encore plus cette question, peut-être pour préciser, le collectif des économistes atterrés, c'est un collectif d'économistes qui ont comme approche, appartiennent à la famille qu'on appelle d'économie hétérodoxe, qui s'oppose à la famille des économistes orthodoxes, qui ont comme caractéristique les économistes orthodoxes de supposer a priori que les agents, vous, moi, n'importe qui, sont rationnels économiquement, c'est-à-dire pour agir, font des calculs coûts-bénéfices, et à partir de là, donc, le marché est l'institution ou l'organisation sociale la plus efficace pour gérer ces rationalités économiques. Donc ça, c'est le champ de l'orthodoxie, et nous avons comme caractéristique, avec toutes nos différences dans l'hétérodoxie, c'est de remettre en question ce dogme, ce postulat théorique et politique de la rationalité économique et de la centralité des marchés. Et pour ça, on utilise la sociologie en particulier. Donc on dit, mais non, les êtres humains sont des êtres sociaux, il y a de la reproduction sociale, il y a des habitudes, etc. Donc vous voyez que pour critiquer l'orthodoxie, on utilise d'autres disciplines, et en particulier la sociologie. Et donc on cherche à réencastrer l'économie dans des sciences sociales au sens plus large. Donc déjà, dès le début, les économistes atterrés sont un collectif qui cherche à réencastrer l'économie à l'intérieur de la sociologie, par exemple, ou des sciences sociales, un petit peu l'anthropologie, de l'histoire, etc. Et articuler la pensée économique avec ces autres disciplines. Mais il nous a semblé, c'est là où je voulais en venir, il nous a semblé que les questions écologiques, il fallait aller encore plus loin. Que simplement un réencastrement dans la sociologie et tenter finalement de re-questionner ce pourquoi il y a l'économie, c'est-à-dire pour répondre à des besoins. C'est d'où la question de départ, c'est-à-dire finalement, si on doit bifurquer, il faut sortir de l'économie d'abord. D'une certaine manière, on doit d'abord sortir de l'économie, se poser la question de quoi avons-nous vraiment besoin. Quelles sont les valeurs qui ne sont pas des valeurs économiques a priori, même a posteriori d'une certaine manière, mais qui ne sont pas des valeurs économiques. De quoi avons-nous vraiment besoin en valeurs d'usage, pour prendre un vocable d'économiste? Quels sont les biens matériels, concrets, les organisations, les services publics concrets dont nous avons vraiment besoin? Puis ensuite, se demander, nous, comment nous pouvons y répondre et qu'est-ce que les économistes ont à répondre par rapport à ces besoins. Et donc, il s'agissait pour nous ici de renouveler ce geste théorique de l'économie hétérodoxe et de l'économie critique, qui est celui de Keynes ou de Marx à la base, mais dans une visée peut-être plus, pas simplement sociale, mais aussi en termes concrets de valeurs d'usage. Quelles sont ces... Quand on dit vraiment besoin, on cherche à faire appel finalement aux besoins réels, aux besoins concrets. Qu'est-ce que ça veut dire que se nourrir? Qu'est-ce que ça veut dire que s'habiller? Qu'est-ce que ça veut dire que se déplacer? Alors, nous avons voulu le faire, d'autant plus que la période dans laquelle nous avons commencé ce travail, une période dans laquelle on était encore dans la crise sanitaire et on avait l'expérience d'une suspension assez forte de l'économie, ce qui, comme vous le savez, a conduit beaucoup d'auteurs, de penseurs à se poser la question du jour d'après. On a eu une multitude de tribunes se posant la question du jour d'après, qui nous ont paru tout à fait intéressantes et nécessaires, mais peut-être pour trop, peut-être un peu incantatoires. Il s'agit de Yaka, Faucon, etc. Et donc, on s'est dit peut-être, notre question, c'était de réfléchir à une manière non brutale et non autoritaire pour réfléchir à la bifurcation et donc de mettre au centre de notre réflexion la question de l'égalité. La question de l'égalité comme condition pour se poser la question des vrais besoins, pour le dire encore peut-être plus directement. Nous faisons des propositions à l'intérieur du livre sur quels sont les besoins, comment y répondre. On définit finalement quelque chose de vrais besoins.
mais pour que la société définisse vraiment ses besoins, il faut passer par une forme d'égalité plus grande. Une égalité pas simplement économique, mais une égalité d'accès, une égalité d'éducation, une égalité de culture, donc une égalité plus radicale, j'ai envie de dire, patrimoniale, etc., plus radicale peut-être pour que la société ait vraiment les conditions et les moyens de réfléchir à quels sont ses vrais besoins. Cela nous a semblé important parce que, comme vous le savez, la transition ou la bifurcation, moi je fais une différence, mais je l'expliquerai peut-être tout à l'heure dans le propos ou dans les questions. La question écologique en général peut être combattue au nom des inégalités. Au nom de la question sociale, malheureusement, on a entendu quelquefois, de la part d'un certain nombre d'économistes, pour certains même tout près d'ici, l'idée que ce sont plutôt les classes populaires qui refusent de payer le prix de la transition, pour des raisons tout à fait valables, il n'y a pas de jugement moral là-dedans, mais ce sont les classes populaires qui refusent effectivement la taxation carbone, avec l'idée que les gilets jaunes, c'est les classes populaires qui ne veulent pas payer la taxation carbone. Donc il y aurait une tension, une opposition entre une transition écologique et une transition sociale. Donc quelque chose qui ne pourrait pas, pour reprendre une formule d'un des économistes de la Toulouse School of Economics, c'est les fins de mois contre les fins du monde. Donc nous avons voulu construire un ouvrage qui venait absolument s'opposer à cette opposition qui nous a semblé fallacieuse. C'est-à-dire de penser la transition du côté de la décroissance, j'ai envie de dire, des plus hauts revenus, plutôt, et en estimant que la bifurcation ou la transition pouvait être faite du point de vue des classes les plus populaires, c'est-à-dire sans que les classes les plus populaires n'en payent le prix fort. Donc essayer vraiment d'articuler très fortement la question des égalités dans le sens multidimensionnel, et la question écologique. Donc c'est comme ça que je présente le propos. Après on va rentrer un petit peu dans le livre. Alors bon, donc pour répondre donc à cette question, on met donc au centre la question de l'égalité et la question de quelles sont les valeurs d'usage que nous avons besoin pour allier écologie et égalité. Pour autant, il a été important aussi pour nous de réfléchir et de ne pas tomber dans le piège de l'idée que la transition ou la bifurcation pouvait être avant tout déterminée par une transformation de la consommation. C'est-à-dire éviter d'imaginer qu'il suffit de demander aux consommateurs et aux citoyens de transformer leur mode de consommation pour que la transition écologique advienne, pour que la bifurcation écologique advienne. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, d'éviter de se poser la question, comme on dit, des petits gestes. Bien sûr, il ne s'agit pas de les défaire, ces petits gestes. Il s'agit simplement d'éviter la position peut-être trop... un mot me vient à l'esprit, mais je pense qu'il est provocateur. Et je vais quand même le dire, une position peut-être un peu trop bourgeoise, d'imaginer qu'il s'agit de changer la consommation pour changer les modes de production. Bourgeoise dans le sens d'une théorie un peu marxiste, c'est-à-dire dans le sens de séparation entre capital et travail. Bon, excusez-moi de cet aparté, j'espère que ça suscitera des questions auxquelles je pourrai répondre plus précisément. Donc, il s'est choisi pour nous de dire les besoins sont avant tout définis par les modes de production.
C'est-à-dire que finalement, la façon dont nous consommons sont fortement déterminés par les modes de production par lesquels nous produisons les biens que nous consommons. Et ça, c'est un élément important qui nous permet de mettre au centre du système économique, non pas la consommation, la société de consommation, mais les modes de production. Alors évidemment, la consommation et la production sont les deux faces d'une même chose. Il faut de la consommation massive, il faut effectivement aussi tout un ensemble de dispositifs publicitaires qui poussent les gens à la consommation, au renouvellement. Donc il n'est pas question de dire qu'il n'y a pas des phénomènes sociaux et politiques qui agissent sur la consommation, mais il est question pour nous de dire qu'est-ce qu'il y a derrière la consommation. Alors, pour essayer d'expliquer mon propos, je prendrai... il y a plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit. Par exemple, la consommation de nourriture. Les types de consommation de nourriture sont fortement déterminés par les modes de production agricoles. Et la transformation de l'agriculture dans sa forme industrielle, agro-industrielle, et la destruction d'une agriculture paysanne en circuit court, etc., qui a été le fait des 30 Glorieuses pendant une trentaine d'années, cette transformation-là conduit à offrir des modes de consommation alimentaire qui sont fortement déterminés. C'est-à-dire que ensuite vous ne pouvez plus, si vous voulez vous alimenter autrement, vous avez beaucoup de mal à vous alimenter autrement. Si on prend une tomate, pour dire une même valeur d'usage, même si ce n'est pas tout à fait la même valeur d'usage en termes de goût, mais si on prend une tomate produite en agriculture intensive et une tomate produite en agriculture paysanne, vous voyez que vous avez la même valeur d'usage, mais en termes d'énergie, d'intrants, de transport et même de travail, de destruction du travail vivant du paysan, d'un côté ou de l'autre côté, moins de transport, moins d'énergie, moins d'intrants, vous voyez que les modes de production vont déterminer les modes de consommation. Et cette industrialisation de l'agriculture va détruire une partie de l'agriculture paysanne et pour beaucoup d'entre nous, il va être difficile d'avoir le choix. Pour deux raisons. D'abord parce que, effectivement, pour revenir à une agriculture paysanne, les coûts sont tels que cette agriculture conduit à des aliments qui sont un peu plus chers, beaucoup plus chers pour certains, mais en tout cas plus chers, et surtout, ils ne sont plus du tout accessibles sur le lieu de vie des gens. C'est-à-dire que pour une partie des gens qui habitent en banlieue, etc., la seule accession à la nourriture, c'est les supermarchés dans lesquels il y a surtout une agriculture, se déverse surtout une alimentation issue de l'agriculture intensive. Et donc, il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Il ne s'agit pas de choisir et de dire, vous pouvez choisir des circuits courts, etc. On peut tous en faire un petit peu, mais on peut d'autant plus en faire si on est au centre-ville et qu'on est aisé et qu'on a accès à un certain nombre d'offres. Mais il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire? Non pas parce qu'on est feignant et qu'on n'a pas envie de chercher, etc. C'est parce que c'est matériellement, on a détruit l'agriculture paysanne et que pour revenir en naturel, il faudrait détruire l'agriculture industrielle. Ça veut dire qu'il faudrait démanteler l'agriculture industrielle. On ne peut pas faire les deux en même temps. C'est pour ça que le système productif, dans la façon dont il se déploie, empêche, il y a des inerties, il y a des effets de seuil qui empêchent facilement la transition. C'est pour ça qu'on parle plutôt de bifurcation politique. D'accord ? Donc il y a là un effet qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire quand on parle de vrais besoins, il faut éviter d'être dans une injonction individualisante, de dire il faudrait consommer différemment, ne renouvelle pas ta voiture, n'achète pas du smartphone, etc. Vous avez certainement fait l'expérience de ne pas vouloir spécialement renouveler vos appareils informatiques, mais d'y être obligé. D'y être obligé parce que ça tombe en panne, parce que c'est plus à jour, parce que, etc., etc. Tout ça, ce sont des dispositifs qui sont pas simplement voulus, ça existe évidemment, du type de l'obsolescence programmée où les industriels et les ingénieurs pensent cette obsolescence en limitant la durabilité de leurs produits, mais aussi voulu par la façon dont on produit
les choses par le fait qu'il y a une innovation incessante qui conduit à rendre obsolètes les modes de production et les biens qui en sont issus. Donc cette dynamique-là, elle est au cœur de la question que nous devons nous poser, et pas simplement en termes de consommation, même si les deux doivent être articulés. Je reviens sur mon histoire de l'agriculture. J'entendais l'année dernière dans mon master Nouvelle économie sociale. Alors, vous avez signalé ce master un peu original, hein, qui est un master de recherche. Je suis aussi je dirige un master qui s'appelle Nouvelle économie sociale, qui cherche à construire des alternatives écologiques et sociales sous le mode de la coopérative, mais qui est plus ancien que Gérit. C'est pas moi qui l'ai créé. Il a plus de 20 ans. Il y a 2 étudiantes à moi ici dans cette assemblée. On a invité une coopérative qui cherche à réfléchir à des technologies agricoles douces, conviviales, low-tech comme on dit, et qui construisent effectivement pour les agriculteurs et les paysans des technologies qui soient qui poussent moins à industrialiser le champ, si vous voulez, hein, en sachant que effectivement la technologie a un effet politique. Donc comment est-ce qu'on peut penser ça? Donc ils se travaillent, etc. Peu importe. Je veux simplement dire quelque chose qui m'a dit, qui va illustrer le point que j'étais en train de dire, c'est qu'il a dit, en fait, en termes de circuits courts, d'offres d'agriculture paysanne, circuits courts, bio, etc., on est arrivé déjà à saturation. C'est-à-dire que quand un agriculteur veut sortir de l'agriculture intensive pour se mettre en circuit court, on réfléchit là où il est parce qu'il peut faire concurrence à un agriculteur paysan déjà. Pourquoi? Parce qu'il a déjà saturé la demande. C'est-à-dire qu'on a cette demande-là s'adresse plutôt à une partie de la population et déjà on a du mal à trouver d'autres relais de consommation. Pourquoi? Parce que ces autres relais de consommation sont bloqués à l'intérieur de l'agriculture intensive, que ce soit en termes de localisation du lieu de vie, comme je l'ai dit, ou en termes de revenus. Donc on voit ici qu'on a des butées, hein, que ces butées sont aussi productives et matérielles. Il en va de même voilà, pour beaucoup d'autres objets pour lesquels la consommation est contrainte. Hein. Un autre élément qui vient illustrer mon propos, c'est que les travaux de l'INSEE sur la manière dont les ménages gèrent leur budget et quelles sont les contraintes budgétaires qui font pression sur la vie des ménages en fonction des niveaux de vie, montrent que lorsqu'on est dans les catégories les plus pauvres, hein, les catégories des bas revenus, eh ben, plus de 80-90% du revenu est déjà préengagé en début de mois. Donc je crois que 10% les ménages les plus pauvres, il reste que 80 ou 50 euros par mois de dépenses libres. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conditionnés par le logement, le déplacement, les assurances, l'électricité, l'énergie, etc. Ce qui veut bien dire que la possibilité pour les ménages les plus pauvres d'arbitrer, comme on dit en économie, entre plusieurs consommations, est très difficile, quasiment impossible, parce qu'il y a une contrainte très forte qui se fait à partir du mode de production. Et donc, j'insiste là-dessus parce qu'il m'a semblé important qu'on cherche à articuler tout le temps les deux, et en se rappelant quand même que nous sommes dans une économie dite capitaliste, dont la caractéristique n'est pas simplement la division entre travail et capital. Hein, là, je pense que vous êtes tous des adhérents du GREB, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas simplement ça, le fait qu'il y a effectivement des inégalités issues d'une exploitation du travail par le capital, c'est un fait qui n'est pas discutable, hein, mais ce qui fait la caractéristique du capitalisme, c'est surtout sa capacité de transformer de manière incessante les modes de production en vue d'une plus grande puissance de production, en vue d'une augmentation de la productivité, de l'efficacité, et donc en vue finalement d'une production sous mode industriel. Ce qui fait la caractéristique profonde du capital, c'est le fait qu'il faut tout produire de manière industrielle. Et c'est de ça qu'il est question quand on va parler de transition. Je ne sais pas, il y a combien de temps que je parle là? Parce que j'ai pas... Une demi-heure.
Un quart d'heure, 20 minutes? Un quart d'heure, ok. Alors, oui, voilà, donc il ne s'agit pas simplement de questionner les inégalités économiques issues de cette économie-là, hein, capitaliste, avec d'un côté non seulement l'exploitation des travailleurs, mais surtout des travailleurs les moins qualifiés, les chômeurs, etc. Donc tout cet espace très classique des économistes atterrés, qui est de critiquer les inégalités, de critiquer le détricotage des politiques sociales, de critiquer la financiarisation des entreprises, le fait qu'on verse beaucoup trop de dividendes, etc. Tout ça, il faut continuer à le faire, mais il nous a semblé qu'il fallait mettre un étage supérieur à notre travail pour réfléchir effectivement à la manière dont on produit, à partir de quelle technologie, hein, à partir de quel système technologique, à partir de, donc, qui implique évidemment une consommation plus ou moins grande d'énergie, et effectivement à partir de quelle visée finalement le mode de production se construit. Et donc, en tout cas pour ce qui me concerne, finalement réfléchir à le niveau de productivité nécessaire pour remplir les besoins dont nous avons vraiment besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un niveau d'efficacité et de productivité qui sont actuellement très très hauts, hein, je prends toujours cet exemple quand je parle de ça, mais on a une machine productive qui est absolument fascinante, puisqu'il suffit pour tout un chacun de commander aujourd'hui un produit qui n'a pas encore été tout à fait assemblé à l'autre bout du monde et de l'avoir dans sa boîte aux lettres 3 jours après. Hein, donc via des plateformes Amazon, etc. Mais ensuite toute la chaîne de production mondiale qui part des endroits où il y a les industries et qui achemine par tout un ensemble logistique ce produit dans notre boîte aux lettres, et tout un ensemble logistique, mais aussi tout un ensemble de divisions internationales du travail. Donc on a une machine productive absolument efficace. Mais la question qu'on se pose quand on pose vraiment la question de la bifurcation écologique et des enjeux de décroissance énergétique, de gaz à effet de serre, etc., la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce qu'on peut garder cette puissance-là ? Est-ce qu'on peut continuer à avoir effectivement des machines aussi puissantes ? Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a essayé, en tout cas, de poser la question. Pour essayer d'articuler les choses ensemble. Alors, le livre, proprement dit, se partage en... Alors, il y a 18 auteurs, hein, vous ne l'avez pas dit, il y a 18 auteurs, on a été nombreux. Il se partage en 8 chapitres. Et les chapitres ont été construits pour essayer de répondre justement à ce que je disais comme les valeurs d'usage. C'est-à-dire, on s'est dit, on ne va pas dire politique publique ou augmenter les dépenses publiques. Donc, partir du côté économique, on s'est dit qu'on va d'abord partir, on a essayé de réfléchir, mais avec nos moyens d'économistes, et certainement très, très insuffisants, des grands besoins qui fondent le vivre ensemble. Donc le chapitre 1, c'est par exemple se nourrir, donc ça parle de l'agriculture. Le chapitre 2, c'est se soigner, j'en dirai quelques mots rapidement, mais s'éduquer. Le chapitre 3, faire culture, se loger, se déplacer. Le 5, produire ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, le produire ensemble ou travailler ensemble, etc., etc. Donc à chaque fois, on s'est posé la question de la façon dont on produit ces valeurs d'usage actuellement et qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative à la manière de produire ces valeurs d'usage. Alors peut-être j'en ai dit un peu de mots déjà la question agricole, hein, donc évidemment faire le pari de l'agroécologie, des circuits courts, en essayant de convaincre aussi que
les besoins alimentaires en termes de calories tout simplement peuvent être tout à fait couverts sans avoir recours à une agriculture intensive, hein, c'est-à-dire l'argument de la FNSEA qui dit que sans intrants et sans mode de production agricole productiviste, on ne peut pas nourrir toute la planète. Cet argument est faux, alors complètement. D'ailleurs, j'ai envie de dire que même en termes de calories, le rendement de l'agriculture agricole et de l'agriculture intensive est négatif, hein, c'est-à-dire qu'on détruit plus de calories qu'on en produit. Donc, on a essayé de revenir donc là-dessus, et effectivement, pour répondre à la question qui est posée aux économistes, c'est-à-dire quelle politique agricole on peut mettre en place. Évidemment, une politique agricole commune, mais aussi une politique agricole nationale qui oriente et soutient le travail des agriculteurs, avec des agriculteurs paysans et bio, avec une peut-être trouvaille, hein, je vais signaler comme ça peut-être les choses qui sont un peu nouvelles, l'idée de sécurité sociale alimentaire, qui permettrait de garantir justement au développement de cette agriculture paysanne des débouchés stables et sécures, hein, justement pour répondre à la question que je posais tout à l'heure, hein, de dire on arrive finalement, on ne peut plus vendre parce que on n'a pas les consommateurs en face. Donc cette agriculture soutenue par une sécurité sociale alimentaire, c'est de donner un budget alimentaire qui serait pas un chèque, hein, mais qui serait des bons pour aller dans tel ou tel AMAP ou tel ou tel auprès de tel ou tel paysan en bio. Le chapitre, je vais en prendre quelques-uns, puis peut-être après je m'en arrêterai là. Le chapitre se soigner insiste sur le fait que il y a évidemment un problème peut-être de niveau de dépenses publiques, hein, mais les deux auteurs qui ont fait ce travail, hein, c'est Fabienne Orsi et Benjamin Coria, ont beaucoup travaillé sur les questions des communs, et ainsi sur le fait qu'il faut retrouver quelque chose d'un commun de la santé. Ils proposent la définition d'une démocratie du soin. Alors pourquoi ils font ça? Parce que finalement la question du soin, elle peut pas éviter de se poser la question de comment est-ce qu'on produit ce service public. Et une des choses importantes, c'est que on peut avoir un niveau de dépenses publiques de santé égal avec une dégradation très importante du service public de soins. Du coup, ils ont distingué santé et soins en disant il faut qu'on soigne plutôt que maintenir la santé. Il faut qu'on soigne. Et qu'est-ce que c'est soigner? C'est aussi intégrer le patient, donc une démocratie du soin. Évidemment, revenir sur la logique managériale qui ont accompagné toutes les réformes des hôpitaux, revenir sur la logique de performance et la tarification à l'acte. Donc tous ces éléments qui viennent rendre le service productiviste. Je reviens à mon histoire de productiviste, qui viennent industrialiser le service de santé, qui viennent industrialiser les hôpitaux, et qui détruit finalement la valeur d'usage qui est de soigner les gens. Sachant que soigner les gens, c'est un acte clinique qui accepte le singulier de chacun, hein, et ce singulier de chacun, il ne peut pas tout à fait rentrer quand vous commencez à industrialiser la production du service de santé. Pour la question de l'éducation, on a des propositions autour d'un revenu d'autonomie des jeunes ou un revenu de formation des jeunes, hein, qui vient répondre au fait qu'il n'y a aucun revenu minimum pour les 18-25 ans. La culture aussi se pose la question d'un mode de production moins industriel, avec une culture moins massifiée, en s'appuyant alors sur des trouvailles, hein, de l'auteur qui est Philippe Askenazi, d'un AMAP de la culture, par exemple, qui existe dans le Nord, donc qui montre aussi qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises de ce type-là. La partie produire ensemble se pose la question des entreprises. Évidemment, au cœur du système productif, il y a la question des entreprises et surtout des grandes entreprises. Donc comment démocratiser ces grandes entreprises? Alors on fait appel à des travaux anciens chez les économistes atterrés, hein, de revenir sur le statut des grandes entreprises et le fait que la propriété privée de ces grandes entreprises conduit à financiariser, à
choisir des stratégies industrielles qui sont destructrices en termes sociaux et écologiques. Mais aussi, on a fait des propositions de relocalisation industrielle. Alors, pas simplement relocaliser une partie de la chaîne de production, mais réfléchir en filière. Hein, c'est-à-dire, si on veut, par exemple, produire des vélos, il faut réfléchir à l'ensemble de la filière de production et pas simplement relocaliser l'assemblage du vélo en France en disant, voilà, c'est Made in France. Bon, c'est ce qui est proposé souvent dans les plans comme France Relance de Macron, hein, mais essayer de réfléchir en circuit court industriel, qui est très très compliqué, comme je l'ai dit, parce que la filière industrielle est celle qui s'est mondialisée le plus rapidement possible et le plus profondément possible. Donc évidemment, quand je prends l'exemple du vélo, la relocalisation juste de la fabrication complète du vélo est déjà une gageure, alors que c'est un bien qui a l'air relativement simple, c'est quasiment impossible, hein, il y a des gens qui travaillent dessus, c'est quasiment impossible à l'heure actuelle de relocaliser complètement la filière entière du vélo. Avec une question qu'on pose rarement chez les économistes atterrés, mais celle évidemment de la technologie, hein, des choix technologiques de production, orienté, non pas chez les Amish, comme dit Emmanuel Macron, mais orienté faible technologie. Il faut des ingénieurs hein, pour ça. C'est-à-dire comment est-ce que finalement on peut réfléchir à des technologies qui permettent de ne pas trop diviser le travail, qui permettent de ne pas avoir trop de consommation d'énergie et qui permettent effectivement une production locale. Donc on a posé ces questions et on a posé quelques propositions. Le travailler ensemble revient sur des choses assez classiques des économistes atterrés, comme la réduction du temps de travail, réaffirmer des garanties collectives, donc réaffirmer ce qui fait le socle du travail et du salariat et la protection des travailleurs, et aussi une protection sociale qui serait beaucoup plus redistributive, hein, et donc qui insisterait sur une redistribution qui viendrait, je dirais, pallier les inégalités de salaire. Hein. Vous savez que la protection sociale, comme par exemple la retraite, est fondée sur une dimension très contributive. Hein. Plus vous cotisez, plus vous êtes payé à la retraite, et donc essayer d'y rajouter un volet redistributif plus fort. Voilà, qui viendrait au moins dans un temps limiter les inégalités de salaire. Voilà, j'ai essayé de vous balayer toutes les pistes qu'on a ouvertes, avec cette introduction un peu longue, théorique, sur qu'est-ce que ça veut dire bifurquer pour nous. Je vous passe la parole, je vous remercie de votre attention. Vous m'entendez là? Oui, ça y est. Donc le principe, c'est que ceux qui sont devant ont des microphones qui sont devant eux. Là, il suffit d'appuyer sur le bouton. Enfin, vous levez la main, s'il vous plaît, et donc vous appuyez sur le bouton. Et puis derrière, on va par contre distribuer du microphone. J'aurais bien voulu que quelqu'un, par exemple, Gérard, tu veux bien descendre pour distribuer le microphone derrière, par exemple. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle à ce stade-là? On va commencer par l'avant de la salle. Est-ce qu'il y a des questions? La première, alors, moi, en tout cas, j'en ai. Et il y a une chose que vous avez... Alors, d'abord, il y a deux choses que vous n'avez pas dites. Enfin, deux choses. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas dites. Hein. Mais vous n'avez pas parlé d'un des derniers chapitres qui s'appelle « Le vivre ensemble », auquel vous avez particulièrement participé, vous. Donc, ça, c'est quand même... et je pense que le vivre ensemble, ça fait partie un peu du fondement, on va dire en particulier du GREP. Hein. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, vous n'avez pas insisté dans les mesures que vous préconisez, c'est au niveau des salaires, c'est le 1 à 4. Donc, voilà, on commence par ces deux questions-là. Le vivre ensemble, je pense que si vous pouvez un petit peu revenir sur ce point-là, peut-être. Et puis, effectivement, accessoirement, également, sur le 1 à 4, là. Oui, vous avez raison. Alors, on a fini par vivre ensemble, justement parce que ça nous paraissait pas le chapitre le plus important, parce qu'il n'est pas possible de hiérarchiser, tout se tient.
Donc il est très difficile de hiérarchiser, mais on a voulu, dans ce chapitre, faire converger un petit peu des principes, plus que des politiques, mais des principes qui traversent les autres chapitres. Ce sont les principes qui traversent les autres chapitres. Alors, il y a évidemment cette idée classique pour nous, qui est de limiter la concurrence. Mais ça va un peu plus loin dans ce vivre ensemble, c'est-à-dire de limiter même la rationalité ou tous les dispositifs incitatifs qui nous poussent à être en concurrence et qui sont un peu le trait commun bon, peut-être à la base du capitalisme, mais même de la forme néolibérale du capitalisme, qui va développer un certain nombre de dispositifs qui permettent de transformer chacun de nous en petite entreprise, en concurrence avec les autres, etc. Donc la question de la concurrence n'est pas simplement, saisie simplement du côté de moins de concurrence internationale. Alors évidemment, une des propositions qu'on fait, c'est sortir des accords de libre-échange, qui sont une condition importante pour tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'imaginer produire de production locale, etc., tout en étant envahi par des productions qui sont produites à bas coût écologiques et sociaux, enfin voilà, à bas coût du travail, avec des impacts écologiques très importants. Donc bien sûr que ça fait c'est une condition importante, mais on a voulu peut-être aussi aller plus loin. C'est aussi essayer de questionner le lien social dans son ensemble. Comment ce lien social se transforme par toutes les politiques et toutes les... j'ai envie de dire, c'est presque d'ordre culturel, cette question de concurrence. Je ne sais pas si c'est dans le livre, mais je pense que ce n'est pas aussi déployé dans le livre, mais une des caractéristiques du néolibéralisme, c'est d'avoir voulu transformer l'État social, non pas le supprimer, même si il est remis en question, mais d'avoir voulu transformer l'État social pour que tout ce qui est politique sociale soit orienté de manière à ce que chacun de nous, en particulier les chômeurs, à travers les aides sociales ou l'allocation chômage, deviennent des acteurs qui agissent sur le marché du travail. Donc, se forment, gèrent leur portefeuille de compétences, s'activent lorsqu'ils cherchent un travail, etc. Tout ce vocable-là qui arrive dans les années 90, 2000 et qui irrigue les politiques sociales et les politiques de l'emploi est une expression de cette idée de, finalement, la concurrence va permettre à la société, selon la pensée néolibérale, va permettre à la société d'être plus performante, plus harmonieuse, etc. Alors évidemment, la concurrence peut être défavorable pour éviter qu'elle soit trop... selon cette pensée, pour éviter qu'elle soit trop douloureuse socialement, les politiques sociales vont outiller les individus pour rentrer sur le marché du travail, donc vont les former, vont les activer, vont les accompagner, etc. Et ensuite, la concurrence, il n'y a rien à dire. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est le jeu de la concurrence, mais du coup, les politiques sociales ne sont pas là comme avant, pour permettre, quand on n'est pas dans le marché du travail, de vivre dignement, donc un extérieur au marché, sont là pour orienter les gens vers le marché. Donc toute cette orientation néolibérale est une idéologie que nous voulons combattre. C'est-à-dire que dans le vivre ensemble, il y a aussi remettre en question l'idéologie de la concurrence, où qu'elle soit. Alors, vous avez parlé aussi de l'écart de revenus. Alors, pour moi, en tout cas, pour les économistes atterrés, mais pour moi particulièrement, je pense qu'on ne peut plus penser bifurcation et politique sociale, etc., sans la limitation des écarts de revenus et donc, évidemment, sans la diminution importante des hauts revenus. Alors, évidemment, quel écart on peut prendre, ça c'est une question politique, mais quand on limite les écarts de 1 à 10, c'est déjà trop. C'est quand par exemple, il y a des chartes qui sont adoptées par des entreprises qui produisent des chartes RSE,
en disant les écarts seront de 1 à 10, mais 1 à 10 c'est déjà trop, c'est déjà quasiment l'ensemble de l'écart de salaire en France. Et donc si on veut vraiment avoir un effet en termes politiques et de vivre ensemble, il faut descendre beaucoup plus en dessous de 1 à 10. Et donc les propositions c'est de 1 à 4 par exemple, parce qu'a priori rien ne justifie. Au final, qu'est-ce qui justifie les écarts de salaire ? Vous allez dire, c'est effectivement la formation, etc. Mais quand on sait comment la formation et l'éducation sont traversées par des logiques de reproduction sociale, évidemment, on peut largement proposer ces écarts de salaire, cette grande diminution des écarts de salaire, d'autant plus, là on l'a vu dernièrement, sur le fait que les hauts salaires et les hauts revenus contribuent de manière massive au réchauffement climatique, et donc ça permettrait évidemment de limiter aussi ces effets de surconsommation. Voilà, vous m'avez posé ces 2 questions, je pense que j'y ai répondu. Alors donc, activez le micro devant, voilà. Oui, c'est bon. Oui, il y avait une dimension qui me semblait escamotée. Alors, je ne sais pas si elle est quand même, elle traverse le fil de votre ouvrage collectif. C'est la dimension philosophique, parce qu'en fait, on s'aperçoit que si les gens suivent. D'abord, une petite réflexion préliminaire. Le capitalisme, c'est un outil magnifique et extrêmement efficace. C'est une belle invention. Finalement, on peut en faire le constat. Sauf qu'effectivement, il fonctionne presque par lui-même. Et ce qui manque, effectivement, à la dimension philosophique, c'est la capacité pour les sociétés à définir qu'est-ce qui fait sens à la vie et quel est le contenu intéressant d'une vie, au sens individuel, mais au sens collectif. Sinon, on voit que les gens ne sont pas forcés, même s'ils peuvent être manipulés, vous l'avez évoqué, de différentes manières, par l'outil de production, les suggestions à la consommation, etc. Mais si on ne travaille pas en amont, donc s'il n'y a pas une réflexion faite par la société, le collectif, et en déclinaison, mis en déclinaison les outils qui permettent de, non pas de formater, mais de faire amener à une réflexion sur quel est le contenu d'une vie, une bonne vie, au sens philosophique du terme. Je pense que tout ce qui est interrogé dans votre ouvrage et qui, par ailleurs, dans nos sociétés, sont une question uniquement sur les outils, sans questionner le sens, l'objectif final. Et c'est pour ça, finalement, quelque part, on peut collectionner et additionner, et je terminerai avec ça, tous les outils, les propositions, etc. Tant qu'on n'a pas questionné et permis de faire émerger un questionnement sur le sens de la vie et des réponses qui soient admises collectivement, eh bien, on va se heurter aux facilités de l'être biologique qu'est l'humain, un être certes social et grégaire qui travaille plutôt en coopération qu'en compétition, mais qu'on peut facilement amener d'un côté ou d'un autre. C'est une question un petit peu par rapport à ça. Où est la philosophie ? Oui, c'est une question essentielle que vous posez. Alors, il y a 2 manières d'y répondre. De mon point de vue, je souscris complètement à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il est très difficile de proposer des politiques et des actions si elles ne sont pas orientées vers une signification sociale qui donne sens à tout ça et qui font que les gens agissent ensemble. Et cette signification sociale fait le ciment, en fait, j'ai envie de dire, oriente et fait le ciment de l'action politique et de l'action collective. Qu'il faut donc se poser cette question, ici, ailleurs, dans tous les collectifs, c'est évident. Et je crois, j'ai la faiblesse de croire qu'à chaque fois que les gens s'engagent collectivement, ils se posent d'une manière ou d'une autre la question. Peut-être pas assez profondément, peut-être avec des outils qui sont peut-être... il faudra avoir plus le temps, peut-être, pour se demander, finalement, quel est le sens de ce que je fais, pourquoi je travaille à cet endroit, pourquoi je veux cette alternative, quel est le sens de cette alternative derrière, etc. Souvent, il y a quelque chose qui vient d'abord comme une urgence, il me semble, souvent pour agir, c'est-à-dire que on est indigné ou on trouve quelque chose d'insupportable et on décide d'agir collectivement, et c'est en réponse à ça qu'on commence à se poser la question du sens. C'est pour vous dire qu'en fait, je ne sais pas où commence. Je ne sais pas si c'est en amont. C'est tout le temps là et il faudrait que ce soit plus souvent là, certainement. Il faudrait que ces questions de sens soient posées de manière plus globale, plus courante, et pas simplement dans des moments de réflexion retirés du monde. Je pense que les collectifs de travail, par exemple, devraient se les poser tout le temps. Mais je pense qu'elles sont tout le temps implicites, néanmoins. Peut-être qu'elle ne devrait pas être implicite. C'est ça que vous dites, peut-être, elle ne devrait pas être implicite. La discussion devrait les faire émerger de manière plus explicite.
Et donc, alors après, quoi répondre à ça? Moi, je crois que la signification centrale du capitalisme, que je trouve pas merveilleux, hein, je trouve peut-être fascinant dans sa puissance, mais pas merveilleux ou magnifique, c'est justement la recherche de la puissance. Hein, c'est toujours plus. Bon, voilà, on peut le décliner par la croissance économique, par le contrôle, par la maîtrise. On peut le décliner par plein de manières, mais je pense que c'est ça qui fascine et c'est ça qui est cette signification qui tient le tout ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut opposer à ça? C'est la question que j'ai l'impression de vous poser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Au nom de quoi on devrait combattre cette signification? Quel serait notre sens à nous? C'est très difficile à dire. Moi, ce que je vois, c'est... il me semble que la question... cette signification du capitalisme détruit ce qui me paraît être un élément essentiel de la dignité humaine, c'est la question de l'amour. C'est une façon que moi j'ai de répondre. C'est-à-dire que ça empêche la rencontre, pas l'amour simplement amoureux de couple, hein, c'est-à-dire ça empêche tout type de rencontre nouvelle, tout ce que l'amour peut créer. Voilà. Donc, parce que c'est rapide, c'est divisé, c'est isolé, c'est individualisant, etc. Tous les éléments de cette signification sont destructifs des choses de l'amour, hein, pour le dire de manière un peu psychanalytique. Et il me semble que c'est une piste pour réfléchir collectivement, mais c'est une piste, parce que les collectifs de travail, ils se fondent pas sur on va faire les choses de l'amour. Hein, c'est pas ça qu'ils font. Ils vont aller contre quelque chose et à partir de cette pratique-là, ils vont construire et tisser leur signification. Mais on peut pas la décréter a priori. Elle est tout le temps là, il faut la faire émerger dans la pratique. C'est la façon dont je crois que ça peut arriver, moi. Voilà. Ok, alors il y avait des... Oui, il y avait... Alors allez-y, là. Vous m'entendez? C'est bon. Oui, vous avez parlé de politique publique. Je voulais savoir, et de bifurcation, je voulais savoir, est-ce que vous avez abordé le sujet du ferroviaire de fret, par exemple, en sachant que c'est un mode de transport qui a des coûts fixes très élevés. Est-ce que vous avez des réflexions à ce sujet? Alors, d'abord, c'est pas moi qui ai écrit le chapitre sur se loger et se déplacer. À part, effectivement, de dire qu'il faut développer le trafic régional, les TER. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose de plus dans le livre. Donc, il n'y a pas de travail spécifique sur le ferroviaire. Je ne peux pas donc répondre plus que ça. Voilà. Très bien, merci. Désolée. Moi, je me posais une question toute simple. Je me demandais si dans le monde, il y avait des États, des gouvernements qui avaient des prémices d'idées du fait qu'il fallait peut-être inverser ces systèmes de production, peut-être aller vers, par exemple, une agriculture plus locale. Est-ce qu'il y a des pays qui ont vraiment pris conscience de cette nécessité? Parce que le nôtre, non, hein, pas encore. Hein. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il pourrait y avoir des exemples qui pourraient attirer d'autres gouvernements? Des tentatives dans le monde? Une. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, État et pays, c'est pas pareil. Je ne crois pas que la solution viendra directement des États. Pas que les États sont tous pourris, tout ça. C'est que je pense que c'est d'abord la société civile à s'emparer et à faire pression pour que ça fonctionne. Je ne pense pas qu'il s'agit simplement de transmettre un savoir qui s'agirait, voilà, que donc les gens qui nous gouvernent prendraient acte, etc. Je pense que c'est la société civile qui travaille les États et qui font que, effectivement, les structures de la représentation, hein, donc de l'État tel qu'il est en France, peuvent se transformer. Donc ça, c'est une première élément de réponse. La deuxième élément de réponse, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être pensées au niveau régional en termes de bifurcation, en tout cas à un niveau plus local. Non pas qu'il faudrait supprimer les États, voilà, mais je pense que beaucoup de questions qu'on se pose en termes sociaux et écologiques trouvent leur réponse au niveau régional, en termes de relocalisation, en termes de transformation des modes de travail, en termes de coopératives, etc., trouvent leur réponse là. Et du coup, c'est vrai que ça pose la question de comment ça s'articule avec les États, les régions, les États, ça pose une question un petit peu différente. Alors après, est-ce qu'il y a des expériences ou des exemples qui vont dans le bon sens?
Je pense que oui, peut-être en Amérique latine, mais je connais pas assez pour être précise. Donc je ne veux pas répondre à la question. Par contre, ce que je peux dire, c'est que partout, en France déjà, sur le territoire et dans beaucoup d'autres pays, il y a des initiatives intéressantes et de collectifs qui ne sont pas anecdotiques. Des collectifs importants, etc., qui cherchent à construire ici et maintenant des choses qui vont dans le sens, effectivement, de plus d'égalité et de plus de sobriété matérielle et énergétique. Voilà, donc plus démocratique. Voilà. Mais il faudrait réfléchir après. En tout cas, en Europe, je ne vois pas. Pour ce qui est de l'Europe, je ne vois pas quelque chose qui aille vraiment massivement dans ce sens. Jean-Pierre, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité de l'amour. J'ajouterai la beauté. Sans l'amour et la beauté, il ne peut pas y avoir d'habitabilité. Bon, c'était pas ça ma question, parce que là, c'est un sujet que vous n'avez pas abordé, mais qui est important peut-être dans la dimension éducative. Je ne sais pas si ça fait partie, je n'ai pas lu votre bouquin, ça fait partie de vos... Ce que je voulais dire, c'est que dans votre discours sur le vélo, vous démontrez presque que c'est impossible ce que vous proposez, à savoir que la dispersion économique des pièces détachées, c'est-à-dire cette espèce de, comment dire, d'englument dans un système mondialisé où tout est dispersé, on l'a vu pour les histoires de masques au moment du Covid, etc., on est englué dans un système où l'interdépendance est tellement complexe, je ne sais pas comment on peut s'en sortir. Comment on peut ramener, déjà les vélos ce serait bien, mais ce n'est pas suffisant, ramener, si vous voulez, une certaine autonomie de subsistance, d'existentialité. Comment est-ce possible? Ça ne vous aborde jamais ce problème. Il y a des débats sans arrêt là-dessus, mais il n'y a jamais de réponse. Il y a seulement des réponses en disant, bon, bah, c'est la faute à un tel, l'influence de ceci, l'influence de cela. Comment est-ce possible de sortir de cet englument de la mondialisation économique? Le constat que vous faites et que je partage et que est celle d'une forme, le constat de la globalisation industrielle qui conduit à ce que est tel qu'effectivement il y a comme une abîme. Il y a comme un énorme pas à faire entre la situation de maintenant et ce qu'on pourrait imaginer d'une relocalisation d'une filière entière comme le vélo, comme les habits, etc. Rien n'est impossible. Par contre, les infrastructures industrielles sont telles qu'il y a quand même quelque chose d'un peu tragique dans la situation dans laquelle on est. Ce qui est, et oui. Les gens qui travaillent concrètement, pourquoi il n'y a pas de réponse facile et immédiate? Parce que ceux qui travaillent ne serait-ce que sur la relocalisation du vélo, ils n'ont pas la réponse. Ceux qui passent du temps à réfléchir, etc., ils n'ont pas la réponse tellement que c'est complexe. Parce qu'il manque pas simplement les machines, il manque les compétences. Il manque voilà. Il faut aussi réfléchir à la question de la concurrence, des prix. C'est immense. On a produit une machine productive monstrueuse dont on a beaucoup de mal à reprendre le pilotage humain, si vous voulez. Donc c'est pour ça que la réponse elle n'est pas immédiate. Il n'y a pas de réponse immédiate et vous n'en trouverez pas. Je pense vous trouverez un certain nombre d'initiatives qui réfléchissent en ce sens, mais vous n'en trouverez pas. Il y a des expériences, par exemple, dans le centre de la France ou dans l'Aveyron, de relocalisation de filières du chanvre pour produire des textiles, mais ça commence à peine et il faudra des années. Alors il faudrait qu'il y ait des soutiens publics, il faudrait qu'effectivement les énergies soient plus rapides, etc. Mais les choses ne sont pas immédiates parce qu'il y a la matérialité, les compétences, ça ne se crée pas tout de suite, les machines, ça ne se crée pas tout de suite, etc. Les gens, par exemple, on ne sait plus filer, il n'y a plus de compétences en filature en France. Donc comment est-ce qu'on revient là-dessus? Eh bien, évidemment, c'est pas simplement une décision politique, c'est ça que je veux dire. Il ne s'agit pas de décider politiquement. Il y a tout un ensemble de social à faire social et matériel à mettre en place qui prendra du temps. Mais mon propos n'est pas de dire que c'est impossible.
Il n'y a pas de raison de dire que c'est impossible. Par contre, je pense qu'on sous-estime la force et l'inertie de cette mondialisation. On la sous-estime grandement et c'est ça qui est un peu tragique. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous dites qu'il faut du temps. Vous avez une idée du temps qu'il faudra? Non, j'aimerais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Oui. Le micro baladeur. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Merci. J'ai une réflexion qui m'est venue à vous entendre. Pas du tout de certitude. C'est parce qu'à un moment donné, par exemple, vous avez parlé, il me semble, excusez-moi si je vous cite mal, de circuits courts industriels. Ou alors, par exemple, vous avez parlé de ce qu'on appelle les low-tech en anglais. Alors, je ne sais pas comment on le dit en français, mais vous avez dit on a besoin d'ingénieurs pour ça, avec une logique, si vous voulez, d'ingénierie de ces low-tech. Et je me demande si, à un moment donné, face à l'urgence dans laquelle on est, qu'est-ce que ça voudrait dire de penser une industrialisation de la sobriété? Vous voyez ce que je veux dire? Comme une massification, une accélération, donc une intensification productiviste de solutions sobres. Et donc, j'ai pas mais vous comprenez, je suis en fait dans un dilemme incroyable dans ma pratique au quotidien en tant qu'environnementaliste, qui est de promouvoir la sobriété, mais face à l'urgence, comment je fais pour être aussi efficace que le capitalisme pour arriver à massifier ces solutions de sobriété? Je me demande si, au sein de votre groupe, vous arrivez à penser un peu ce paradoxe qui me travaille au quotidien et à partir duquel je ne sais plus dans quelle direction agir. Ouais. Ouais, vous posez une question qu'on se pose, mais les mots sont piégeux. Donc, on ne se la pose pas au sein des économistes atterrés. C'est une question plus d'économie politique, d'écologie politique plutôt. Au sein de la Técopole, peut-être vous connaissez le collectif des scientifiques qui réfléchit sur les questions écologiques à Toulouse, là, qui est assez impressionnant dans son travail. Cette question est posée. Alors, je ferai attention. C'est-à-dire, effectivement, il ne s'agit pas de prendre les mêmes logiques qu'on combat, parce que la sobriété, c'est quelque chose qui est fondamentalement anti-industriel. Par contre, il y a la question de l'efficacité minimale, productive, l'organisation productive minimale, qui va demander effectivement un peu de division du travail, de la technologie, de l'ingénierie, pour bifurquer relativement rapidement, sans être dans des situations de pénurie et désastreuses. Donc cet équilibre-là, entre construire d'autres filières en faible technologie, non productiviste, mais relativement efficace, organisé, permettant quand même tout d'un coup de dire il faut quand même qu'on produise des vélos et il va y avoir une demande de vélos qui va augmenter, il faut quand même qu'on soit capable de répondre à cette production de vélos si les gens arrêtent de prendre leur bagnole. Évidemment, cette question, on n'a pas de réponse théorique. Être complexe, c'est pas une réponse théorique, c'est la pratique qui fait que. Mais vous touchez effectivement un point difficile. Jusqu'à quand on s'arrête et quand est-ce qu'on va trop loin dans l'organisation qui serait trop industrielle, et donc ça voudrait dire trop de division du travail, trop d'inégalités, trop d'énergie, enfin voilà, trop de. Bon, on en est loin encore, parce qu'on n'est même pas à industrialiser ce qui pourrait être une sobriété. Donc on en est encore loin, mais j'imagine qu'elle peut venir. Ouais. Oui, bonjour. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous opposez industrie et sobriété. Je vais prendre deux exemples et je rebondis un peu sur l'intervention précédente. Il y a deux exemples de non-sobriété industrielle évidents, c'est l'obsolescence programmée et la non-réparabilité des objets industriels. On peut très bien imaginer qu'industriellement, on lutte contre l'obsolescence programmée, qu'on définisse des normes, et on peut très bien imaginer qu'industriellement, on améliore la réparabilité. D'ailleurs, il y a même des indices de réparabilité qui commencent à apparaître dans le commerce. Et ça m'amène à une autre réflexion. J'étais un peu choqué quand vous disiez ça ne viendra pas des États. Je ne suis pas entièrement d'accord. On peut très bien imaginer, sur les deux points que j'ai évoqués, que l'État ou l'Union européenne définissent des normes à atteindre
de minimum de pourcentage de réparabilité à atteindre d'ici 2025, d'ici 2030. Et pareil pour l'obsolescence programmée. Ce sont des choses qui se mesurent à travers les spécifications. Il y a un autre exemple qui, lui, est appliqué depuis longtemps. REACH, par exemple, l'interdiction des éléments toxiques dans l'industrie, c'est venu des États. Alors, il faut faire un point de définition. Et peut-être que je n'ai pas été assez claire, mais c'est vrai que quand on est à l'oral comme ça, on a tendance à peut-être aller vite. L'industrie a deux définitions, a deux significations qui ne sont pas du tout les mêmes. La première signification peut-être classique, et peut-être c'est celle-là que vous pensez, mais à vous écouter peut-être, je ne sais pas. C'est le secteur qui produit des biens matériels, des biens, la voiture, le frigo, etc. Et qui organise donc sa production pour produire ces biens matériels avec des chaînes de montage. Voilà. Ça, c'est une première définition statistique, j'ai envie de dire, ou en tout cas qui ne me pose aucun problème. L'industrie a un autre sens dans l'histoire, c'est l'organisation d'un mode de production. On peut industrialiser les services, par exemple. On peut industrialiser l'agriculture. Donc là, on est sur une autre définition qui est comment on définit l'organisation productive. Et en général, on l'oppose à artisanal. Il y a un mode industriel et il y a un mode artisanal. Un mode artisanal, on pense à des petites productions, dans des petits collectifs. Donc, on n'est pas sur des productions massives. Donc, c'est cette deuxième définition que je critique quand je dis qu'il faut des productions anti-industrielles. Voilà, c'est ce truc de massification. Bon, donc, je pense qu'à la rigueur, on pourrait être à peu près d'accord là-dessus. Il ne s'agit pas de tout produire sur le mode industriel. Vous dites l'industrie peut faire de la sobriété. Donc je pense que vous imaginez une voiture ou n'importe quel objet issu de l'industrie dans la première définition peut être sobre. Donc produire une voiture réparable, durable, utilisant peu de matières premières, etc. Tout à fait. Dans ce sens de la définition de l'industrie, première définition, je suis d'accord avec vous. Mais ça va demander, derrière, si vous allez jusqu'au bout du raisonnement, ça veut dire qu'on consomme et on produira moins. Parce que si on produit des objets plus durables, on les remplace moins souvent, et donc ça veut dire qu'on produit beaucoup moins. Il faut, dans le cadre du réchauffement climatique et dans le cadre des accords de Paris, il ne faut pas produire un peu moins, il faut produire beaucoup moins. Il faut descendre énormément. Ce n'est pas simplement on va dans la bonne direction, il faut vraiment descendre la pente très très fort. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment non seulement, si on a acheté une nouvelle voiture, acheter une voiture qui soit très 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 durable, très très peu d'intrants, avec très peu d'électronique, pour ne pas dire pas du tout. Et en plus, il faut essayer d'utiliser les voitures qu'on a sans en changer, pour éviter d'en produire de nouvelles. C'est-à-dire, la sobriété, elle est à plein de niveaux. Il faut aussi pas remplacer, si c'est possible, le moins possible. Donc, dans ce sens-là, la dynamique industrielle qui traverse toute la société, elle ne peut plus être là. C'est dans cette différence-là. Ça veut dire que, du coup, la façon dont les systèmes productifs, la voiture par exemple, se sont organisés, ils sont très puissants. Donc comment vous faites pour limiter la puissance à l'intérieur de l'industrie automobile ? C'est-à-dire comment vous faites pour reconvertir une industrie automobile qui est mondialisée et qui est très puissante en une industrie automobile, on en revient à notre discussion des vélos, qui va produire des biens beaucoup plus petits, beaucoup moins rapides, utilisant plus d'énergie fossile, si c'est possible, de l'électricité, très léger et très durable, réparable par un réseau de mécaniciens sur le territoire, etc. Vous voyez bien que cet objet-là modifie la chaîne de production. Imaginez une voiture comme ça, vous êtes obligé de modifier toute la chaîne de production derrière. Parce que la chaîne de production, elle produit la voiture, le SUV avec de l'électronique partout, il faut tout modifier derrière. Cette reconversion industrielle demande une limitation de la puissance industrielle, si vous voulez. Je ne vois pas comment on peut facilement reconvertir à l'intérieur de l'industrie. Il y a des travaux d'ingénieurs ou d'étudiants qui réfléchissent à la reconversion de l'industrie aéronautique. Quand on regarde l'infrastructure aéronautique, il y a très peu de choses qui sont... Si on doit limiter le transport aérien, ce qui est
Voilà, il faut limiter le transport aérien, c'est comme ça. Il faut limiter les transports, voilà, qu'on pense à effectivement des classes les plus riches, mais aussi le tourisme de masse pour un week-end, etc. Donc tout ça, tout le monde le sait à peu près. Ça veut dire qu'on va produire moins d'avions. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que du coup, il y a une partie de l'infrastructure qui ne sera pas... alors, je pense que vous allez me répondre sur l'hydrogène. C'est ça, j'imagine, hein, l'avion vert. Mais les travaux... Simplement dire, il ne faut pas limiter dogmatiquement le transport aérien. Il faut limiter l'impact du transport aérien sur l'écologie. C'est différent. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution technologique pour limiter l'impact. Pour l'instant, les solutions d'hydrogène, etc., si on regarde l'ensemble de la filière de production d'hydrogène, font que ce n'est pas du tout envisageable. Là, je vous renvoie aux travaux de la Técopole, où il y a des ingénieurs, hein, ce n'est pas des économistes ou des écolos au fond des bois qui le disent, hein, c'est des ingénieurs qui disent que pour l'instant, vu les enjeux climatiques qu'on a, il faut d'abord commencer par moins voler. On verra après si on trouve un avion qui permet de déplacer des tonnes de personnes avec quasiment pas d'impact ou au solaire, etc. Pourquoi pas? Moi, je ne fais pas de pari là-dessus. Je dis simplement, au jour d'aujourd'hui, vu les enjeux qu'on a, il faut commencer par limiter les transports aériens non nécessaires. Qu'est-ce que c'est que sont nécessaires? C'est une question politique. Là, bon, ça, c'était une partie de la question que vous m'avez posée. Puis ensuite, vous m'avez posé la question de l'État. J'aimerais croire que les États peuvent absolument prendre en charge la question climatique et dire il faut qu'on mette en place des normes. Des normes, ce sont les interdictions. Hein, donc si on met des normes sur un certain nombre de productions, de réparabilité, etc., force est de constater que pour l'instant, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des discours écologiques, etc., les travaux de production des normes des États et de la Commission européenne et des États, enfin de l'organisation européenne, ne sont pas suffisants et sont combattus par un certain nombre de contre-pouvoirs, de lobbying, etc., pour produire ces normes. Moi, je constate ça. On l'explique en sciences politiques, en sociologie, on l'explique parce qu'effectivement, les États sont traversés par les intérêts particuliers, par les grandes entreprises, etc., qui fait que, évidemment, ils ne veulent pas aller jusqu'au bout. Ce que je veux dire, c'est qu'avoir un discours de dire l'État peut le faire, moi je suis d'accord, l'État, juridiquement, peut le faire. Il a les moyens juridiques, coercitifs, pour interdire, pour limiter, pour normer, pour orienter. Sauf qu'il ne le fait pas. Donc la question, elle est pourquoi il ne le fait pas? Et ce pourquoi il ne le fait pas, de mon point de vue, c'est parce que les intérêts économiques et politiques sont tellement déséquilibrés qu'effectivement, ça devient de plus en plus difficile. Donc moi, je préfère en appeler, dans ma pratique politique, à la société civile. Je préfère en appeler à la société civile que d'attendre, de s'adresser toujours à l'État en disant bah, c'est bon, on va lui adresser des lettres, etc., pour qu'il change. Je suis absolument d'accord qu'il faut le faire, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Ma critique, elle n'est pas, il ne peut pas le faire matériellement. Il peut le faire, mais sauf qu'il ne le fait pas. Donc il y a quelque chose là qui vient buter du côté, ben oui, il y a des conflits de classe, il y a des conflits d'intérêts qui traversent aussi l'État. Alors, moi, je vais vous poser une question. Au niveau de l'équipe du GREP là, sur l'habitabilité, dans l'équipe, on a des shifters. Donc qui font partie du Shift Project. Alors, je ne sais pas si tout le monde dans la salle connaît le Shift Project. C'est Jean Covici qui est le grand Manitou, disons, du Shift Project. Et ma question, c'est, voilà, est-ce que les économistes atterrés, vous avez regardé, là, ça s'appelle le plan de transformation de l'économie française, qui a été fait par le Shift Project, qui est sorti, alors il est sorti après votre bouquin, mais les économistes atterrés ont évidemment continué à creuser. Et donc, quelle est votre position, disons, ou l'analyse que vous avez pu faire sur cette proposition de plan de transformation de l'économie française? Alors, ça fait partie des documents qu'on, alors peut-être pas celui-là, comme vous avez dit, quand on a travaillé, il n'était pas encore sorti, mais on utilise effectivement un certain nombre de travaux qui sont faits d'eux, des scénarios qui nous intéressent, qui sont proches de ce qu'on peut proposer. Il n'y a pas de, comme ça, à première vue, il n'y a pas d'opposition fondamentale. Après, il y a peut-être des choses qui, peut-être, pour certains, ne vont pas assez loin. Il faudrait être plus précise là sur la...
Mais ça fait partie des gens avec qui on travaille, et aussi avec l'association Negawatt aussi, qui propose des scénarios de transition, mais là, non nucléaire. Je pense que c'est la différence peut-être. Voilà, à l'intérieur des économistes atterrés, il y a des gens qui sont très proches de ce groupe-là. La question du nucléaire traverse aussi les économistes atterrés. Hein, ils sont plus, voilà, on a une question qui est ouverte là-dessus, de savoir s'il faut s'appuyer sur l'énergie nucléaire ou pas dans la transition. C'est un vieux débat en France. Voilà. Dans la salle, des questions? Oui, alors, ok, attendez, juste, je vérifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Je vous passerai la parole, hein, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question avant que je repasse la... Vas-y, alors, je le passerai après. Hein. Vas-y. Juste, est-ce que vous avez pu modéliser un tout petit secteur de réindustrialisation pour... faire une prospective sur le temps qu'il faudrait. Vous avez parlé qu'il faut du temps. Mais voilà. Et pour récupérer des compétences, il faut de la formation, bien évidemment. Donc c'est du temps aussi. Est-ce qu'il y a un des secteurs que vous avez pris en charge pour essayer d'imaginer le temps qu'il faudrait pour être positif? Ces travaux doivent exister plus précisément, soit dans les universités, soit peut-être dans des collectifs comme je parlais de la Técopole par exemple, mais pas dans le cadre des économistes atterrés. On n'a pas pris un secteur, on s'est posé la question jusqu'au fond, etc. Les économistes atterrés ont un prisme très macro. Hein, c'est-à-dire essayer d'avoir quelque chose d'un peu général qui donne des grandes pistes, etc. Donc c'était pas le lieu pour le faire, et on n'a ni le temps, on fait ça bénévolement, hein, les économistes atterrés. C'est en plus de notre travail, donc c'est déjà beaucoup de travail en plus. Donc là, il faut vraiment mobiliser des enquêtes, des statistiques, aller rencontrer des gens, faire des entretiens. Enfin, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Ok, alors... ou alors, je passe d'abord la parole à la demoiselle. Enfin, ça me fait réagir. Le temps qu'il faudrait, ça dépend aussi du temps que nous, tous, le temps qu'on va prendre pour réagir, en fait, pour se dire, mais de quoi j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un smartphone? Est-ce que j'ai besoin de ma voiture pour aller? Est-ce que j'ai besoin d'un avion pour... Je pense qu'on est tous... Enfin, il ne faut pas que demander au... Qu'est-ce qu'il y a? Parlez plus doucement. Dans le je micro. suis pas dans le microphone, Ouais. pardon. Je crois qu'il faut tous qu'on se pose la question, et il y a une histoire d'acceptabilité sociale aussi. Enfin, les politiques, ils vont pas du jour au lendemain changer l'obsolescence programmée, tout ça, parce qu'ils ont des intérêts, la plupart. Ils ont des intérêts, ne serait-ce que d'avoir de la croissance. Pour leurs amis qui sont aussi dans la finance, dans les grandes entreprises, pour moi, c'est les mêmes, en fait. Je pense que nous tous, aujourd'hui, on a à se poser la question, est-ce qu'on a besoin de 10 jeans? Est-ce qu'on a besoin de partir en vacances à l'autre bout du monde? Et que c'est ça qui va faire aussi qu'il va y avoir une transition intérieure qui va peut-être amener à un monde plus vivable et plus soutenable. Mais je sais pas, il y a quelque chose où je sais pas... De ce que j'entends, il y a quelque chose qui me chagrine, en fait. Si vous permettez, donc quelque part, c'est un des présupposés que vous avez eu. Ce que dit la dame, c'est que le consommateur, finalement, il a de l'importance. Et vous nous avez dit au départ que c'est pas l'optique que vous avez prise. Moi, il me semble qu'il y a un débat entre vous, là, il me semble. Oui, je pense que c'était une manière pour moi de ne pas se laisser emporter dans un discours qui serait trop moralisateur du côté du consommateur, hein, au départ. C'était pour ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une prise de conscience tout un chacun. C'est-à-dire que derrière, la question politique, elle se pose pour tout le monde. En tant que citoyen, elle se pose pour tout le monde. Donc il est clair que tout le monde n'a pas, là où il est, les mêmes capacités d'agir à égalité. Hein. Tout le monde n'est pas dans les mêmes situations, que ce soit en termes de revenus, de lieu de vie, je pense aussi d'âge, de conditions physiques. Enfin, il y a plein de choses qui interviennent dans cette capacité d'agir. Mais
Et ça ne s'oppose pas. Simplement, il ne s'agit pas dans le discours, parce que dans les discours, il y a quand même beaucoup de moralisation. Hein. Il ne s'agit pas de se faire emporter du côté de la moralisation, hein, du consommateur, c'est à cause de lui, c'est parce que finalement, on est devenu, parce qu'il y a quand même un discours un peu réactionnaire comme ça, on est devenus tous des super consommateurs, on en veut toujours plus, c'est insupportable, etc. Il y a une partie quand même d'un discours comme ça, écologique, qui vient stigmatiser l'acte de consommer. Et évidemment qu'il y a une part qu'on peut faire dans cet acte. Et une part qui n'est pas négligeable. On peut effectivement réfléchir à ne pas avoir de voiture et se déplacer en vélo, ou avoir une voiture partagée quand on en a besoin. Enfin, il y a plein de façons dans lesquelles on peut agir, mais je pense que cette part n'est pas première, hein, dans le capitalisme. Je pense que cette part, elle est et surtout, elle est co-construite. C'est ça que je voulais insister. Elle est co-construite. La part qu'on a, elle est co-construite par le mode de production. C'est cette division, c'est la façon dont on a aménagé le territoire, etc. C'est vraiment quelque chose, une co-construction. Il y a pas je ne pense pas qu'il y ait tant de dépositions fondamentales. J'ai envie de dire que qu'il y a plein d'endroits où on peut agir et on ne sait pas quelle sera l'action la plus déterminante. Donc il faut commencer à agir. Voilà, c'est comme ça que je répondrai à la question. Alors, il y a une question à distance, mais donc il va falloir que René, tu actives ton micro, mais je vais donc passer d'abord la parole à la salle, là, le monsieur sur la philosophie, là. Vous posiez encore une question. Ok, oui. J'avais juste une remarque. J'avais pas trop de difficultés à imaginer un monde où il y aurait moins de gens, prisonniers des modes, des systèmes de production, parce qu'on peut très bien, il y a beaucoup de demandes sur les services, et pas seulement sur la production industrielle. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir une bascule, hein, du secondaire sur le tertiaire. Bon, c'est déjà une tendance longue. La réflexion plus approfondie, qui est aussi une question pour moi, c'est dans le temps long. L'humanité, en fait, depuis qu'elle s'est un peu organisée dans des centres urbains, etc., a fait de la division de travail. Il y a une tension entre, me semble-t-il, les envies, les besoins de chacun pour s'émanciper, donc vivre au maximum de son potentiel en se libérant de ce côté généraliste qu'avait l'homme producteur en tant que tel. Et on le voit dans le monde agricole. Je vis, moi, dans un secteur très agricole, et j'ai à côté un voisin qui date des années 50 en mode rural. Ça ne me fait pas rêver. J'étais dans le domaine de la santé personnellement. Je n'ai pas envie de devenir un producteur généraliste où il s'occupait de son bétail, il faisait son potager, etc. Il faisait un peu d'échanges, mais c'était assez limité. Et pourquoi, à mon sens, semble-t-il, il y a une forte émigration du monde rural vers le monde urbain qui paraissait plus libérateur, à tort, et avec plein de limites, bien entendu. C'est parce qu'il y a cette tension de chacun d'entre nous à pouvoir vivre autrement que dans un cadre généraliste qui a un peu un côté coercitif. Et donc la question, c'est quel modèle trouver si on ne propose pas, finalement, je dirais, du mythe. Je parlerai de foi un peu, un système plus vaste. La division du travail, on le regarde dans le temps long, elle était locale. Ensuite, elle s'est généralisée au niveau région, interrégional, au niveau global. Dans quelques temps, ça sera peut-être entre planètes, voire plus loin, si on fait un peu rêver. Non, mais on peut être un peu en prospective, un peu, utopiste, ou pas. Et il me semble que je terminerai là-dessus, c'est une tendance lourde parce que derrière, c'est adossé à des besoins humains, entre guillemets, forts. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce d'inertie et une difficulté à lutter ou à s'opposer à ça. Et plutôt que de s'opposer, je pense qu'on pourrait proposer quelque chose qui accompagne, et je parlais un peu de mythe, quelque chose, il faut qu'il y ait, comme c'était proposé, soit dans le mode religieux, le mode politique ou autre, un système, des systèmes qui permettent d'imaginer, de voir et à ce moment d'accepter des limites, des changements, des bifurcations, etc. Tant qu'on n'a pas ça, et ce n'est pas simplement un modèle marxiste, communiste, capitaliste, autre, c'est encore plus vaste. Bon, c'est plus philosophique, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne crois pas que le destin humain ou la nature humaine serait de vouloir diviser le travail parce que la polyvalence serait, ou l'aspect généraliste, pour reprendre vos mots, serait pénible.
Je pense que c'est presque l'inverse, moi. Je le poserai presque de manière inverse. Je pense que la division trop grande du travail fait perdre le sens du travail. Et donc, c'est au contraire, je pense qu'il y a un grand plaisir à savoir ce qu'on fait et en voir l'utilité sociale à la fin. L'exemple de votre agriculteur, ça fait peut-être beaucoup d'heures de travail, mais l'exemple est pris dans un moment dans lequel on a industrialisé l'agriculture et à marche forcée. Et je pense que l'histoire de ces 200 dernières années n'a pas été celle de la volonté des travailleurs d'aller vers la ville parce que c'est plus... on s'occupe de tâches spécialisées, plus confortables, etc. Ça a été fait par la force, ça a été fait par la réappropriation. Polanyi parle d'enclosure, hein, donc, ou d'accumulation primitive, même par l'esclavage. Je pense que la destruction du travail polyvalent et un peu autonome localement a été détruite, pas par les gens qui travaillaient comme ça, par ceux qui ont voulu s'approprier ces modes, ces terres, ces espaces, pour en faire autre chose. Donc, je ne sais pas si c'est... Du coup, c'est l'histoire qui est comme ça. Hein, c'est pas l'histoire, c'est ce qu'on a, là, qu'on constate. Et donc, du coup, je ne peux pas de ça tirer de cette histoire violente, quand même, tirer un destin humain qui est que les gens voudraient travailler dans des secteurs très... Voilà, avoir quelque chose de spécifique et se donner pleinement à ce que... Je ne pense pas. Alors après, je pense qu'il faut réfléchir beaucoup plus de manière historique en se disant, bon, on est arrivé à un niveau, il faut redescendre un peu. Ça ne veut pas dire que la division du travail explique tout. Hein, c'est là qu'il ne faut pas être trop philosophe d'une certaine manière. C'est là qu'il faut dire, ah bon, c'est la division du travail qui a produit ce catastrophe, donc il ne faut plus du tout diviser le travail. Ça serait idéaliste, hein, c'est un peu idéologue. Il faut se dire qu'on est arrivé à des niveaux trop élevés, il faut redescendre. À quel est le niveau de redescente? Il se trouve en tâtonnant d'une certaine manière. Et moi, je crois vraiment qu'il faudrait justement un peu moins diviser le travail et travailler de manière plus conviviale, dans des collectifs plus petits. Il y a la question de la taille aussi. Voilà, moi, c'est en tout cas ce pari que je fais. Ok, alors à distance, René, tu as une question, mais il faut que tu actives... Ah non, il n'a pas de question. Ou alors? Bon, on ne t'entend pas là. Il faut que tu actives ton micro, René, en tout cas. Bon. Ça ne marche pas. Bon, ok. Il n'arrive pas à activer Loïc. Dans la salle, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle alors? Ouais. Guy. Votre exposé a été construit à partir de 2 événements. Vous avez parlé des subprimes et vous êtes arrivé au Covid. Et donc, quand vous travaillez sur la notion de sobriété, heureuse ou pas heureuse, est-ce que n'allez-vous pas être amené peut-être à penser une sobriété de guerre? Est-ce que l'économie de guerre qui se profile actuellement dans toute l'Europe et peut-être dans tout le monde, économie de guerre, je crois que c'était un terme utilisé par le président il n'y a pas très longtemps. Est-ce que cette crise guerrière va influer sur la façon dont vous pensez le monde? Et je terminerai en disant, votre groupe qui s'appelle les économistes atterrés, j'espère qu'ils ne seront pas un jour des économistes enterrés du fait de guerre. Je l'espère aussi. Alors, économie de guerre... je ne sais pas, si vous me demandez de faire de la prospective, de penser dans le cadre d'une économie de guerre, je ne sais pas le faire. Hein. Et en plus, je ne sais pas si la guerre va venir ou pas, même si j'imagine qu'un certain nombre d'indices peut nous le faire craindre. Mais comment dire, il semblerait quand même, indépendamment de la guerre en Ukraine, il semblerait qu'un certain nombre de fragilités de la méga-machine industrielle sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus présentes qu'il y a quelques années.
il y a eu la suspension productive liée à la crise sanitaire. Et dès qu'on a essayé de refaire partir la machine, on a vu un certain nombre de pénuries, de difficultés, de goulots d'étranglement arriver, qui montrent la déconnexion, la désynchronisation des modes de production, liés à justement le fait que la remise en marche de toute la machine a conditionné des limites aussi écologiques, d'eau à des endroits, de matière à d'autres endroits, d'organisation productive, de problèmes sociaux. Et donc on voit bien quelque chose qui montre un certain nombre de fragilités, accélérées, en tout cas approfondies par la question énergétique et de la guerre en Ukraine. Voilà, moi c'est juste des constats que je fais, des constats de choses qui étaient il y a quelques années, on aurait dit dans l'espace public commun, j'ai envie de dire, on va avoir peut-être des suspensions ou des interruptions de la production d'énergie en hiver parce qu'on n'en aura pas assez. On a une augmentation de l'inflation de tel niveau, etc. On aurait dit ça à un économiste il y a quelques années. On dit mais non, ça c'est derrière nous. On sait faire, il n'y a plus d'inflation. On sait très bien gérer les questions énergétiques, etc. Donc on voit bien ce retournement. Alors après, je signale que dans les années 70, il y a beaucoup d'auteurs qui ont déjà qui ont déjà imaginé qu'étant donné les dynamiques industrielles et capitalistes à l'œuvre, on ne pouvait pas monter au ciel, et qu'on aurait à un moment donné des choses qui arriveraient de ce type-là. Donc bon, ça dépend où est-ce qu'on est souvent. Ok, alors ça y est, le micro à distance fonctionne. René. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Alors bonsoir Mireille, c'est René Dervaux ici à Saint-Gaudens. Donc je rappelle aux participants que tu vas venir faire également cette conférence au GREP Comminges et nous attendons avec impatience. Je voulais revenir au titre de cette soirée qui était « De quoi avons-nous vraiment besoin ?» C'est d'ailleurs le titre du livre « Les économistes atterrés » et dans le titre, le mot « vraiment » a été souligné. Donc c'est dire l'importance que vous attachez à ce terme « vraiment ». C'est-à-dire qu'il y aurait des vrais besoins et donc des faux besoins. Et c'est ça qu'il serait important d'identifier. C'est la subjectivité du besoin. Alors d'où nous viennent ces besoins? Ils sont probablement, à part les besoins fondamentaux physiologiques, dirons-nous, les besoins pour la faim, même le sexe et des choses comme ça. Bon, la plupart des besoins sont des besoins un peu générés par la société. Les besoins des chasseurs-cueilleurs sont très différents, étaient certainement très différents des besoins que nous ressentons dans la société actuelle. Et moi, il me semble que l'apport du libéralisme et du néolibéralisme, ça a été de nous faire croire que chacun était capable de définir lui-même ses propres besoins. Et donc, on a fait disparaître en partie le conditionnement social des besoins qui étaient imposés dans le passé par la société, par la religion, par tout ça. Chacun est censé définir lui-même ses propres besoins. Et en réalité, chacun se retrouve isolé face à un système sournois qui lui impose des besoins, non pas par un consensus social, mais parce que les gens qui en ont les moyens créent des besoins et les font prospérer. Et même, éventuellement, empêchent la satisfaction des besoins, créent de l'insatisfaction pour qu'on puisse toujours aller vers de nouveaux besoins. Alors, est-ce que justement le rôle d'un État ne devrait pas être de rétablir les conditions dans lesquelles les citoyens sont capables de définir vraiment quels sont leurs besoins sans être influencés? Je rappelle par exemple que la consommation de tabac ou d'alcool, ça satisfait des besoins. Les gens qui boivent ou les gens qui fument
sont contents de le faire parce que quand ils le font, ils satisfont un besoin. Et pourtant, c'est pas un bon besoin. Et les lois E20, par exemple, qui ont interdit le tabac et l'alcool, ont permis de changer la consommation de tabac et d'alcool. Donc, moi, il me semble que ce qu'on peut demander à un État, ce n'est pas de définir quels sont les besoins, mais c'est d'empêcher qu'on impose aux gens des besoins qui ne servent à rien ou qui sont dangereux, etc. Et donc, il faudrait que le citoyen... René, oui, c'est bon. Oh, Mireille va te répondre. Oui, vas-y, tu peux couper. Voilà, Mireille va répondre. Oui, absolument. Bon point de vue. Voilà. Oui. Vous prenez le... Alors, en gros, si j'ai bien compris, l'État ne peut pas définir quels sont les bons besoins, mais il peut empêcher les mauvais besoins. En fait, c'est la même chose pour moi. C'est l'État qui, quand même, définit ce qui est bon et pas bon. Alors, dans l'exemple de l'alcool et du tabac, on comprend, comme ça a été fait, on peut le faire sur des besoins qui seraient, par exemple, inutiles. Alors, on imagine le déplacement en avion pour une journée, enfin, je ne sais pas. On peut imaginer des choses sur lesquelles à peu près tout le monde serait à peu près d'accord. Mais en fait, si je prends la question au niveau général, telle que vous la posez, je pense justement, si l'État a quelque chose à faire, c'est de permettre les conditions pour que les citoyens décident. Donc, si l'État doit permettre aux citoyens de décider, il doit donner les conditions aux citoyens de réfléchir, d'avoir du temps de réfléchir, etc. Donc, ça passe par ce temps-là. Ça veut dire, par exemple, moins travailler, plus d'égalité, essayer d'éviter par exemple, toutes les questions de publicité, de manipulation, etc. permettrait de répondre. Moi, je pense que c'est un peu la même réponse que je ferai à René, que j'ai faite tout à l'heure sur la question de l'État. Ça me paraît toujours un peu périlleux de demander à l'État d'être la première pierre à notre action. Sans être anti-étatiste forcené, ce que je suis quand même un peu, je pense que ça serait un pari risqué simplement. Parce que, historiquement, en tout cas dans la période dans laquelle nous sommes, la transformation de la démocratie représentative ne va pas dans le bon sens. C'est ça, simplement. Nous sommes à un niveau de démocratie, un niveau de qualité démocratique relativement dégradé, qui fait qu'attendre de l'État que la première pierre, que la première étape soit faite par l'État, c'est risqué qu'il ne rien ne se passe. Ça ne veut pas dire que l'État ne va pas embrayer à un moment donné, et peut-être que la transformation de l'appareil des États va bouger. Je ne dis pas qu'il faut pas s'appuyer dessus, je dis simplement que je ne réfléchis pas en me disant « demandons d'abord à l'État d'interdire les choses, et ensuite on verra qu'est-ce qu'on veut pour nous ». C'est une question d'étape et de stratégie qui me paraît difficile. Voilà. Le constat quand même qu'on peut faire, c'est que la transformation des États dans la période néolibérale est plutôt une transformation qui va non pas vers moins d'États, mais vers plus d'États du côté de la construction de la concurrence et aussi plus d'États du côté d'une forme d'autorité, d'autoritarisme. Un État plutôt fort qui contrôle relativement précisément les comportements des uns et des autres, etc. Avec la dernière proposition de faire travailler les gens qui sont au RSA. Bon, ça ne va pas dans un sens plus démocratique. Donc c'est vrai que comme on est face à ça, demander à un État qui est moins démocratique de commencer à faire le travail, c'est un problème. Voilà. Ok, on va s'arrêter très bientôt. Il y a encore une question à distance de Bernard Arias, là. Par contre, Loïc, apparemment, le son a disparu à distance, quoi. Donc il faut que tu actives l'un après l'autre les microphones. C'est bon, alors Bernard, Bernard, tu actives ton micro. Bernard, bon. Bernard, tu actives ton micro, non? Alors, comme ce n'est pas le même outil que ce qu'on utilise d'habitude, les gens sont un peu perdus, mais il faut activer le micro. Bah, écoutez, tant pis, on va s'arrêter là. Je crois qu'il y a des gens qui partent là, donc avant que tout le monde ne parte, je vais vous dire que d'abord, on va s'arrêter là. Je vais remercier
Mireille pour son exposé. Je pense que c'était vraiment pas évident du tout, hein, parce que donc présenter un ouvrage collectif dans lequel qu'elle a certes animé, mais donc je pense que c'était un bel exercice avec un sujet hyper complexe, hein, et donc merci pour cette présentation. Merci et je voudrais juste vous dire que donc il va y avoir dans la salle des pas perdus donc un apéritif qui vous est offert, et donc ça sera une occasion de pouvoir continuer à discuter entre nous et puis avec la conférencière, voilà. Et je vous remercie encore tous pour votre présence, participation. Merci beaucoup.